Bonjour, figurez-vous qu'un proche de Macron est inquiété. Il pourrait bien y avoir une nouvelle affaire. Cette affaire, ça n'est pas l'affaire Benalla, c'est l'affaire Alexis Kohler, un proche de Macron qui risque jusqu'à 5 ans de prison et qui est visé actuellement par une enquête préliminaire du parquet national financier. Et pour en parler, nous allons recevoir aujourd'hui Martine Orange qui a réalisé l'enquête pour Mediapart. Bonjour. Bonjour. Et elle va être interrogée du coup par Lorraine. Bonjour Lorraine. Bonjour. Et bienvenue dans ce premier épisode. Certains l'avaient vu venir. L'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron et de sa soi-disant société civile allait nécessairement provoquer un certain nombre d'affaires, de conflits d'intérêts en particulier. On a parlé de Françoise Nyssen, récemment débarquée, on parle aujourd'hui d'Emmanuel Wargon, l'ancienne lobbyiste en chef de Danone, nommée à la transition écologique, mais il en est un qui a su se faire discret, alors qu'il s'agit pourtant d'un personnage clé du dispositif de Macron, il s'agit d'Alexis Kohler. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire, pour commencer, qui est Alexis Kohler? Alexis Kohler, c'est le responsable le plus proche d'Emmanuel Macron. Vous l'avez forcément déjà vu puisque c'est le secrétaire général de l'Élysée. C'est lui qui annonce la composition du gouvernement sur le perron là. C'est donc un mec qui pèse plus que Benalla en tout cas. Avant de suivre Macron jusqu'à sa conquête du pouvoir, Kohler était déjà à ses côtés au ministère des Finances sous la présidence de Hollande et les deux hommes ont eu le temps de forger une relation de confiance. Autant vous dire que les révélations de Martine Orange et Laurent Mauduit qui datent de mai 2018 ont de quoi inquiéter le pouvoir politique déjà passablement affaibli. Dernièrement même, Emmanuel Macron lui a donné le pouvoir de signer à sa place tout à l'exception des décrets parce que là, c'est constitutionnellement, il ne peut pas... Comme Emmanuel Macron, M. Kohler nous vient en effet de la haute fonction publique. Diplômé de Sciences Po Paris et de l'ESSEC et de l'ENA, il débute sa carrière à la direction générale du Trésor, puis travaille dans différents organismes comme le FMI et l'APE, l'Agence des participations de l'État, dont il est le sous-directeur entre 2010 et 2012. Et c'est ça qui va être pénible avec cette affaire, c'est qu'elle demande par exemple de comprendre ce qu'est l'APE. Vous savez, parfois on dit que l'État possède telle ou telle entreprise à 50, 20 ou 80%. Eh bien c'est qu'il en est actionnaire. Il a donc le droit de siéger au conseil d'administration de ses boîtes et de peser sur les décisions qui vont y être prises. Pour ce faire, l'Agence des participations de l'État envoie un représentant de l'État. Dans le cas qui nous intéresse, l'État a envoyé Alexis Kohler au chantier de Saint-Nazaire et au grand port du Havre. Dans ses conseils de surveillance ou d'administration, il était censé représenter les intérêts de l'État, du public, et ce que révèle Mediapart en mai 2018, c'est qu'Alexis Kohler est proche, très proche, du groupe MSC, un grand groupe maritime, un interlocuteur à la fois des chantiers de Saint-Nazaire et du port du Havre. Cette proximité est soupçonnée en raison de liens familiaux. Bon, c'est de la famille éloignée, il s'agit de cousins de sa mère, on peut espérer qu'un haut fonctionnaire de cette stature sache faire la part des choses, on pourrait même se dire qu'après tout, il n'est peut-être pas si proche de ses lointains cousins. Sauf que là, c'est pas le cas. Parce que par deux fois, monsieur Alexis Kohler a voulu aller dans le privé. Vu les titres et les fonctions qu'il avait eues, notamment à Bercy, il pouvait aller n'importe où. Je veux dire, toutes les banques lui étaient ouvertes, tous les groupes d'assurance, tous les groupes industriels, et il pouvait aller n'importe où. Or, par deux fois, à chaque fois qu'il a voulu y aller, monsieur Alexis Kohler n'a voulu aller que dans un seul groupe, le groupe MSC. Il y est arrivé, il a pantouflé pendant 6 mois durant la campagne d'Emmanuel Macron dans ce groupe, tout en menant d'ailleurs la campagne d'Emmanuel Macron en même temps. Et il est arrivé à un poste qui n'est pas négligeable puisqu'il était directeur financier de l'ensemble du groupe MSC. C'est un groupe qui pèse quelque chose comme 27 milliards d'euros. Parce que ce n'est pas n'importe quelle croisière, c'est une croisière MSC. Alexis Kohler s'est donc retrouvé à gérer pour le compte de l'État des affaires qui concernaient une entreprise avec laquelle il avait des liens forts. C'est vrai lors de son passage à Bercy, comme lors de son passage au chantier de Saint-Nazaire ou du grand port du Havre pour le compte de l'Agence des participations de l'État. Une situation embarrassante pour le secrétaire général de l'Élysée, qui a amené l'association Anticor, une association anticorruption qui suit ses dossiers de près, à déposer auprès du parquet national financier une première plainte. Au début du mois d'août sort un nouvel article, évoquant plus précisément la situation d'Alexis Kohler du temps où il administrait au nom de l'État toujours le port du Havre. Le port du Havre, donc l'État y est actionnaire, et c'est le moment où le port du Havre est en train d'ouvrir une grande extension du port qui s'appelle Port 2000. Or, MSC est là un des principaux opérateurs, et non seulement un des principaux clients du Havre,
parce qu'il amène ses bateaux, mais aussi c'est un des principaux opérateurs parce qu'il a une activité qui est très rémunératrice, etc., qui est l'exploitation de terminaux portuaires. Et au moment où M. Koller ne dit pas qu'il a des liens avec MSC, mais pire que ça, puisque normalement, quand vous êtes administrateur dans des entités portuaires, vous avez, de par la loi, l'obligation de remplir une déclaration d'intérêt. Non seulement cette déclaration d'intérêt est introuvable, mais en plus des comptes rendus publiés par Mediapart montrent que le 30 septembre 2011, Alexis Koller a voté contre l'avis du commissaire du gouvernement, une décision tout à fait favorable au groupe MSC. Et il prend part à des décisions, au vote et à des décisions, mais à des décisions qui sont extrêmement favorables à MSC, puisque dans le cadre de ce nouveau port que je vous ai expliqué, etc., MSC, en tant qu'exploitant de terminaux, obtiendra quasiment la moitié des postes dévolus de déchargement sur ce nouveau port. Ce qui n'est pas un petit cadeau quand même, hein, je veux dire. Bon. Et quelques temps après, il ira lui-même du coup travailler pour MSC pendant quelques temps donc, en tant que directeur financier pour des salaires qui sont ceux du privé d'un grand groupe multinational. Ça, donc... je suis incapable de vous dire puisque c'est un groupe familial, totalement opaque, qui ne dépose pas ses comptes. Et quand vous essayez de remonter, etc., on ne connaît pas l'actionnariat exactement, sauf ce qu'ils veulent bien nous en dire. Et là, quand vous essayez de remonter, la seule chose que vous voyez, c'est que ça finit dans un trust à Guernesey. Il ne s'est donc pas retiré des décisions qui concernaient MSC, comme l'auraient voulu l'éthique et la loi. Au contraire, il a pesé de tout son poids pour appuyer une décision qui arrangeait MSC. C'est suite à ces révélations, en août donc, en pleine affaire Benalla, qu'Anticor dépose une plainte complémentaire pour prise illégale d'intérêt. Bon, c'est passionnant ces histoires de port, mais ça n'a manifestement pas passionné le grand public plus que ça. En tout cas, ce qui est assez marrant, c'est de comparer du coup le destin de ces deux affaires qui sortent un petit peu en même temps, à peu près à quelques mois près, qui sont l'affaire Benalla et l'affaire Koller. Il y en a un qui a l'avantage d'avoir de belles images, en tout cas des images choquantes qui tournent, etc. L'autre, eh bien, c'est de la délinquance en col blanc. Alors il n'y a jamais d'image, il n'y a rien, il n'y a que des chiffres, des entités, avec des acronymes, avec des machins, c'est beaucoup plus compliqué. Quel a été du coup le destin de cette affaire entre le moment où elle est sortie? Comment elle a été réceptionnée dans les autres médias? D'abord, on rentre dans des mondes très compliqués, très opaques. Ouais. Après, forcément, parce que il y a quand même une organisation de l'impunité, de l'omerta, de choses comme ça, où il faut démonter tout un pulse et toute une tuyauterie, si je puis dire, de mais comment la décision s'est prise, par quel décret, et le rapport du conseil de machin, Les deux affaires, l'affaire Benalla et l'affaire Koller, finalement, objectivement, ce serait peut-être plutôt l'affaire Koller la plus grave, celle dont on parle le moins. Ah, c'est l'affaire Koller la plus grave. Et donc, alors, il y a beaucoup de choses, etc. Et la presse a commencé à en parler, finalement, au moment où le parquet national financier a ouvert une enquête. Parce qu'à partir de ce moment-là, ça validait une enquête. Et ça validait le fait que, ah oui, il y avait peut-être un sujet quand même. En tout cas, c'est un sujet difficile à traiter. Quand on accuse Cahuzac d'avoir un compte en Suisse, tout le monde comprend. On y croit, on n'y croit pas, on en débat en tout cas. Mais ces affaires de prise illégale d'intérêt sont plus délicates. Ce week-end, Hervé Gardette a consacré au conflit d'intérêts toute une émission sur France Culture. Ils ont été évoqués les cas de Françoise Nyssen ou d'Emmanuel Vargon, mais jamais le nom d'Alexis Koller n'a été mentionné. Voilà qui arrange bien l'Élysée, qui essaie de minimiser l'affaire, de l'étouffer, avec jusque-là un certain succès. Il pourrait pourtant s'agir d'une des affaires les plus compromettantes pour le pouvoir en place, bien plus compromettante en tout cas que l'affaire qui a mobilisé cet été tant d'énergie dans tant de rédactions. Alors aujourd'hui, le parquet national financier du coup a ouvert une enquête préliminaire. Ça veut dire quoi? Ils cherchent de quoi faire une vraie enquête, une vraie instruction avec l'enquête préliminaire, c'est le parquet qui décide sur sa salle de jugement s'il y a lieu de confier le dossier à un juge d'instruction ou s'il classe l'affaire sans suite. Mais s'il classe l'affaire sans suite, je pense que ça sera compliqué parce que on peut toujours faire appel de la décision de parquet. Anticor, par exemple, peut toujours faire appel, mais peut-être d'autres peuvent toujours faire appel de la décision de classer sans suite.
Et c'est plus difficile de classer sans suite s'il y a une opinion publique qui s'intéresse à l'affaire. Absolument. D'où l'intérêt voilà, de cette émission. On a essayé de vous éclairer ça à peu près comme on a pu. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci du coup Martine d'avoir pris le temps. Merci Lorraine. Et à la semaine prochaine.